Alors, dans cette partie du cours, nous allons parler des concepts de base de gestion de projet. Alors, le référentiel PMP, Project Management Professionnel, en l'occurrence son guide appelé PMBOK 6, qui décrit 49 processus rangés en 5 groupes de processus. Alors, les 5 groupes sont les suivants. L'initiation, encore appelée démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise, et enfin la clôture. Alors, il est important de savoir ces notions suivantes. Processus de management de projet, qui peut se définir comme une série systémique d'activités destinées à produire un résultat final en transformant plusieurs données d'entrée en plusieurs données de sortie. Un groupe de processus, un groupement logique de données d'entrée, d'outils techniques et des données de sortie de management de projet. Les 5 groupes de processus sont l'initialisation, encore une fois appelée démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise, et la clôture. Les domaines de connaissances. Un domaine identifié du management de projet définit des exigences en matière de connaissances et dont le contenu est décrit en termes de processus pratique. Ces données d'entrée et ces données de sortie, également des outils et techniques. Ils sont au nombre de 10, l'intégration, le périmètre, l'échéancier, le coût, la qualité, les ressources, la communication, les risques, l'approvisionnement et les parties prenantes. Alors, le référentiel PMBOK 6 est structuré autour de, comme je l'ai dit précédemment, 5 groupes de processus et 10 domaines de connaissances. Tout au long de ce cours, nous ne traiterons pas du domaine de connaissances approvisionnement. Alors, ceci est un exemple de plan de projet. Tout d'abord, nous avons l'idée de projet et à la première phase, nous avons l'initiation du projet avec comme document la charte de projet où le contenu est exprimé, les livrables sont définis et les critères d'acceptation. Dans la seconde phase de planification, les 10 domaines de connaissances seront planifiés, à savoir l'échéancier, les ressources, les risques, les communications, ainsi de suite. Dans la phase d'exécution, il s'agira d'identifier les livrables, les rapports, les équipes pour la mise en œuvre de ces activités. La phase de surveillance maîtrise qui interagit le plus avec la phase d'exécution, tout ce qui est changement, délai seront évalués périodiquement. Et enfin, la phase de clôture, où il s'agira de l'acceptation par le client, la clôture administrative et du bilan du projet. Alors, il est important de pouvoir dissocier portefeuille, programme et projet. Alors, un portefeuille désigne des projets et des programmes secondaires ainsi que des opérations managées en tant qu'un groupe afin d'atteindre des objectifs stratégiques d'une entreprise. Par contre, un programme désigne un groupe de projets et d'autres programmes d'activités apparentés, interdépendants, en d'autres termes, qu'on ne saurait réaliser isolément. Un projet est une initiative temporaire dans le but de créer un produit, un service ou un résultat. Ce schéma d'illustration montre les dépendances et la structure entre un programme, un portefeuille et des projets. Alors, vous voyez bien qu'un programme peut avoir plusieurs projets. Un programme peut avoir des sous-programmes ainsi que des projets. Un portefeuille peut contenir plusieurs programmes, des projets ainsi que des opérations. Donc, un portefeuille apparaît nettement comme plus englobant. Alors, cette pyramide montre le processus de gestion dans une organisation. Alors, nous avons ici 3 référentiels avec en
au sommet de la pyramide COBIT, qui est le référentiel indiqué pour tout ce qui est stratégie, gouvernance d'entreprise, utile qui est plus indiqué pour les processus opérationnels, notamment tout ce qui est exploitation de réseaux informatiques, et le PMP qui est plus indiqué pour tout ce qui est gestion de projet. Alors, si vous regardez bien, au sommet de la pyramide, nous avons une vision, ensuite qui sera traduit en plan stratégique. Ce plan stratégique sera scindé en portefeuille de projet et en programme opérationnel. Alors, il est important également de savoir ces notions. MOA, encore appelé maître d'ouvrage, qui est la personne morale qui décide de la construction d'un ouvrage et en assure le financement et le confie à un maître d'œuvre. Alors, le maître d'ouvrage est responsable de l'ouvrage, donc de la réalisation. Il fournit les spécifications fonctionnelles, valide la recette fonctionnelle des solutions, paie les dépenses de réalisation, assume l'usage du produit après le transfert de propriété. Le maître d'œuvre, encore appelé MOE, c'est la personne physique ou morale qui réalise pour le compte du maître d'ouvrage. Il a la responsabilité globale de la qualité technique, du délai ainsi que des coûts. Le chef de projet, maître d'œuvre et encore appelé CPMOE, est la personne physique qui porte la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. En termes de responsabilité, il s'agira de la conception, de l'étude et de la réalisation de l'ouvrage. La validation de la recette technique des solutions est à sa charge. La garantie de bonne réalisation technique et la livraison du produit dans les délais impartis. Alors, le chef de projet a pour mission globalement de la définition du projet, de sa planification, son pilotage, la négociation, les négociations internes et externes au projet, l'animation des équipes, le reporting interne et externe au projet et la gestion du fonds. Le chef de projet peut être vu comme un chef d'orchestre. Il est responsable de la qualité globale du projet. Il passe 90% de son temps à communiquer avec les parties prenantes du projet. Pour ce faire, il a besoin d'avoir des compétences, un savoir technique affirmé, des savoirs procéduraux, un savoir-faire expérimental et un savoir-faire social. Les compétences requises pour un chef de projet sont des connaissances, la performance et une forte personnalité. Le chef de projet, selon la structure organisationnelle, peut dépendre hiérarchiquement d'un responsable fonctionnel. Nous verrons dans d'autres cas de figure où le chef de projet peut dépendre d'un responsable de portefeuille ou de programme qui est responsable des projets et de l'ensemble de l'entreprise. Dans ce genre de structure, le chef de projet travaille en étroite collaboration avec le directeur de portefeuille ou de programme pour l'atteinte des objectifs du projet. Le rôle d'un chef de projet. Il est tenu d'avoir des compétences interpersonnelles, d'avoir un leadership. Il est en charge du développement de l'esprit d'équipe, de la motivation des membres du projet, de la communication, user de son influence. Il est en charge de la prise de décision et doit veiller aux sensibilités politiques et culturelles. Il est également attendu de ce chef de projet de l'instauration d'un climat de confiance, la gestion des conflits et l'accompagnement des équipes aux besoins. Alors, une équipe de projet devra être caractérisée par 3
critères la créativité permanente, avec comme credo l'innovation et l'optimisation. Être des partenaires, en considérant que les projets dans sa globalité et non au niveau tâche. Donc, l'équipe doit être une équipe dynamique et solidaire. La transparence, à travers une communication saine et fiable. Plus tôt une dérive de contenu, plus on la gère. Alors, une équipe projet devra être ce qu'on appelle une Dream Team, c'est-à-dire tous pour un et un pour tous. Il ne s'agit pas d'affirmer les individualités, mais l'intérêt général doit primer pour l'atteinte des objectifs globaux. Alors, qu'est-ce qu'un PMO? Un PMO est appelé Bureau des projets ou est en anglais Project Management Institute. C'est la structure de management de projet qui a en charge la normalisation des processus de gouvernance de projet, facilite le partage des ressources et des méthodologies et des outils et techniques en termes de gestion de projet. Les responsabilités du bureau de projet peuvent aller jusqu'à la fourniture de soutien pour le management de projet et jusqu'à la responsabilité de management direct de projet. Nous le verrons dans les slides suivants. Les fonctions clés de la PMO. Alors, la PMO a en charge le management des ressources partagées entre les projets et par le bureau, l'identification et le développement d'une méthodologie de management des projets en vue de l'application des meilleures pratiques et normes, l'animation de formation, le mentorat ainsi que la supervision, la surveillance par des audits du projet, de la conformité des politiques, normes, procédures et modèles de management de projet. La PMO a également en charge l'élaboration et la gestion de tout ce qui est projet, politique, procédures et modèles et autres documentations faisant partie de l'actif organisationnel. La coordination de la communication entre les projets. Alors, nous avons trois types de PMO. Le premier PMO, encore appelé PMO de soutien, bureau de projet qui fournit un soutien consultatif en offrant des modèles de documents, des bonnes pratiques et la formation ainsi que l'accès aux informations historiques, encore appelées leçons apprises. Ce type de PMO fait office d'un centre d'archivage des projets et le niveau maîtrise de maîtrise assumé par ces PMO est faible. Les PMO de maîtrise sont des bureaux de projet qui exercent une maîtrise, apportent leur soutien et exigent la conformité par différents moyens. La conformité peut impliquer l'application de cadres ou de méthodologies de management de projet, faisant appel à des modèles, des formulaires et outils en conformité avec la gouvernance. Le niveau de maîtrise de ce type de PMO est modéré. Enfin, nous avons les PMO de direction, donc bureau de projet, qui assurent la direction des projets. Ils prennent en charge la maîtrise en gérant directement les projets. Le niveau de maîtrise assumé par ce PMO est élevé. Alors, pour un chef de projet, le PMO peut lui apporter son soutien de différentes manières. La connaissance et la culture de l'entreprise. La fourniture de systèmes et d'outils de management de projet et la fourniture d'une base de données centralisée pour les leçons apprises et données historiques de projets passés. Dans ce sens, les PMO sont garants des standards, des méthodes, des normes, en charge de la formation et de la fourniture des outils et techniques pour les projets de l'entreprise. Il est important de savoir que les PMO et les
chefs de projet ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Lorsque le chef de projet se concentre sur les objectifs fixés au projet, les PMO gèrent les modifications majeures du contenu du programme qui pourraient correspondre à des opportunités potentielles pour mieux atteindre les objectifs de l'entreprise. Aussi, lorsque le chef de projet contrôle les ressources affectées à son projet de façon à mieux atteindre ses objectifs, le PMO optimise l'utilisation des ressources organisationnelles partagées entre les projets. Enfin, lorsque le chef de projet gère les contraintes de contenu, d'échéance, de coût ou de qualité des projets individuels, le chef de projet gère au niveau de l'entreprise les méthodologies, les normes, les opportunités, les risques généraux, les métriques ainsi que les interdépendances entre les. Alors, il est important de savoir les notions suivantes: facteurs environnementaux, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour du projet et qui n'est pas sous la maîtrise du chef de projet. Alors, on peut scinder les facteurs environnementaux en 4 groupes. Nous avons dans la première case la culture d'entreprise, la structure, les processus organisationnels, les ressources humaines existantes, l'administration du personnel, le mode de travail, les horaires, le code vestimentaire. Nous avons dans une seconde case les systèmes d'autorisation des travaux de l'entreprise, les tolérances aux risques, les parties prenantes, bases de données commerciales, les infrastructures, le système de gestion de l'information. Et dans une troisième case, nous avons le code de conduite, l'éthique, l'éthique de travail, les horaires de travail, perception du leadership, la vision, les missions, les valeurs incarnées, les convictions et attentes. Et enfin, nous avons comme quatrième groupe les conditions de travail, le climat politique, les normes gouvernementales que nous pouvons considérer comme des facteurs environnementaux externes. Donc, comme vous le constatez, nous avons deux types de facteurs environnementaux, ceux qui sont internes à l'entreprise et ceux qui sont externes et qui peuvent influencer le projet. Alors, nous avons également ce que nous appelons actifs organisationnels. C'est l'ensemble des processus existants dans l'organisation impliquée dans le projet, ainsi que les bases de connaissances existantes. Alors, les actifs organisationnels peuvent regrouper le capital immatériel de l'organisation, les procédures, les directives, normes applicatives. À cela s'ajoutent les sites web, les réseaux sociaux d'entreprise et les outils logiciels. Il est important également de ne pas oublier les modèles de documents, les bases de connaissances qui constituent les leçons apprises et les documents de projet. Dans le cadre du management du projet, il est important que nous sachions que le projet évolue dans un environnement vaste et s'intègre à l'entreprise interne ou cliente. Alors, il s'agira bien entendu de la définition de ce que l'on appelle cycle de vie du projet. Alors, les cycles de vie de projet ne sont rien d'autre que des phases de séquencement, de chevauchement, d'itération et, dans certains cas, d'incrémental, déterminés par des facteurs environnementaux comme le management, l'efficacité et parfois à cause de. Alors, le cycle de vie d'un projet n'est rien d'autre qu'une subdivision en phases afin de mieux maîtriser la réalisation du produit, du service ou du résultat. Le cycle de vie d'un produit est composé de nombreux cycles de vie de projet. En effet, un projet d'implémentation de produit et un autre pour son retrait, et entre ces deux phases, différents autres projets d'amélioration peuvent survenir. Le cycle de vie d'un projet ou d'un produit comprend habituellement 5 étapes. La première, c'est l'introduction. Ensuite, la croissance, la maturité, le déclin et enfin, le retrait. Alors, il est important pour tout gestionnaire de projet de ne pas confondre le cycle de vie d'un produit et le cycle de vie d'un. Pour un projet, au début, il est important de savoir que le niveau d'incertitude
est au maximum, mais plus on avance dans le temps, plus on augmente les chances d'atteindre les objectifs du projet. Alors, par analogie également, les parties prenantes ont une plus grande influence et peuvent changer grandement les objectifs du projet tout à fait au début. Plus on avance, de moins en moins, leur influence s'amenuise. De même, changer les objectifs est facile et ne coûte pas grand-chose au début, tandis que une fois le projet entamé, il devient coûteux d'effectuer ces modifications. Alors, il est important également de signaler qu'entre deux cycles de vie de projet, souvent nous trouvons une phase d'opération où il s'agit de la production massive et en quantité du produit ou du service issu du premier projet. Alors, les relations qui existent entre les phases. Habituellement, deux types de relations fondamentales existent. Une relation séquentielle, une relation de chevauchement. Les activités d'un projet peuvent dérouler selon leur nature en séquentiel ou bien en parallèle, encore appelé chevauchement. Alors, les parties prenantes. Une partie prenante est une personne ou une organisation concernée par le projet. Les parties prenantes sont influencées et peuvent être positives ou négatives par le projet. Donc, ce carré présente les différents types de parties prenantes que nous pouvons avoir dans un projet. Tout en haut, nous avons le commanditaire qui n'est personne d'autre que le sponsor, l'initiateur du projet, le chef de projet, son équipe de management de projet et l'équipe réalisatrice. Mais au sens large, une partie prenante, c'est toute personne qui est intéressée ou impactée par le projet ou la réalisation de ce projet. Alors, pour les parties prenantes, il est important de les classifier en fonction de leur influence et de leur niveau d'autorité. Pour ce faire, il s'agira de faire une multiplication entre le niveau d'influence et le niveau d'autorité de la partie prenante. Le sponsor devra faire office de paratonnerre, voire même parapluie pour le projet. Le cycle de vie d'un projet. Alors, si vous regardez bien, nous avons la phase de démarrage avec comme livrable la charte de projet. La phase d'organisation et de préparation, encore appelée planification. À sa fin, nous avons ce que nous appelons le plan de management de projet, qui est la feuille du projet. Et tout au long de la phase d'exécution, nous aurons une série de livrables. Et enfin, à la phase de clôture, nous aurons tout ce qui est document à archiver dans le cadre du projet. Les phases d'un projet. Alors, nous pouvons définir une phase de projet comme un ensemble d'activités liées logiquement afin d'aboutir à l'achèvement d'un ou plusieurs livrables. Si vous regardez bien sur le graphe suivant, l'ensemble des phases d'un projet interagissent, mais la phase d'exécution et la phase de contrôle sont les deux phases qui interagissent le plus tout au long d'un projet. Alors, la définition d'un processus comme une série systématique d'activités destinées à produire un résultat final en transformant une ou plusieurs données d'entrée en une ou plusieurs données de sortie. Alors, une méthode établie visant à réaliser une performance ou un résultat cohérent est appelée procédure.